משה אומר אני רוצה לרקוד. Lève Erad, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun. Bonsoir à tous, vous êtes avec l'émission Lève Erad, l'émission du consistoire israélite de Marseille, l'émission de votre consistoire, et c'est avec un immense plaisir que je me réinvite chez vous comme toutes les semaines. Donc nous sommes toujours dans cette période de guerre en Israël, malgré une trêve de quelques jours qui a l'air de se prolonger. Tout ça, on va en parler tout à l'heure avec mon invité que j'ai un grand plaisir à recevoir aujourd'hui. Je vous expliquerai pourquoi. Mais comme on le fait depuis quelques semaines, on a aussi l'habitude de commencer cette émission avec la merveilleuse chanson d'Eyal Golan, ce chanteur engagé, qui a fait une chanson qu'on appellera plus tard certainement la chanson de la guerre d'octobre 2023, Am Israël Chai. בקרוב תזרח השמש, נדע ימים יפים מאלה, הלב נלחם בדאגות. כולם יחזרו הביתה, נחכה להם למטה, הלוואי נדע בשורות טובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שישרפו המלחמות. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות בירידות, גם בשעות הכי קשות. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה. תעשה שלום בינינו, שמור על ילדינו, כי לא אבדה האמונה. עם ישראל, עם ישראל חי. עם ישראל חי. אור ארצי נחלתנו, לא תיפול כעת רוחנו, מסביב ברזל של חרבות. ויונה תפרוס כנפיים, התקווה בת שנות 2000, עוד נצא לשיר ברחובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שישרפו המלחמות. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות בירידות, גם בשעות הכי קשות. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה. תעשה שלום בינינו, שמור על ילדינו, כי לא אבדה האמונה. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה. תעשה שלום בינינו, שמור על ילדינו, כי לא אבדה האמונה. עם ישראל, עם ישראל חי. כי עם ישראל חי. Le soleil va bientôt se lever, on connaîtra de meilleurs jours. Notre cœur est plein d'inquiétude, tout le monde rentrera à la maison. Parce qu'un peuple qui gagne n'a jamais peur, même si c'est dur à voir, tout le monde est uni, personne n'est mis de côté. Am Israël Chai, peuple d'Israël vit. Si on n'oublie pas de rester toujours unis, dans les hauts comme dans les bas. Dieu nous protège, alors qui peut nous dominer, car on n'a pas d'autres états. Fais la paix entre nous, protège nos enfants, car la foi, la Emouna, n'est pas perdue.
quelques mots de traduction de cette très belle chanson qu'on écoutera régulièrement, si vous le permettez, tous les mercredis. Voilà, d'abord, je voulais aussi remercier Amy qui est à nos côtés pour la régie, toujours présente, toujours efficace. Et puis aujourd'hui, j'avais envie d'inviter une personne que j'aime beaucoup. Je vous en parle souvent d'ailleurs quand il n'est pas là non plus, parce que pour moi, il représente un petit peu le symbole de tout ce que l'on peut aimer à travers Israël. Il est né dans un kibbutz, ses parents vivent encore dans un kibbutz. Il est aujourd'hui chaliard du Dror et fait ce travail de manière exceptionnelle, aux côtés de Amos Kana, le président du Dror, qu'il faut aussi remercier et féliciter. Donc c'est Daniel Benaïm qui est à nos côtés aujourd'hui. On va bien sûr parler de son activité au Dror, et puis on va se permettre, Daniel, de parler, tu sais que dans notre émission, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de censure, on va aussi parler un petit peu de l'actualité en Israël. Bien sûr. Parce que j'ai envie d'entendre d'abord ta voix, ton accent, d'avoir Israël à mes côtés en ce moment, pour avoir peut-être un ressenti, sortir un petit peu de toutes les écoutes de télévision, tous les médias qui nous envoient des messages qu'ils ont envie d'envoyer, et puis de parler librement de ce que tu ressens, de ce qui se passe là-bas, de me parler un petit peu de ta famille. Alors on va peut-être d'abord commencer à parler du Dror pendant quelques minutes, des actions qui se font. Oui, alors bon, tout est lié, hein. Bien et sûr. on est tous... on a l'impression que le monde a changé depuis le 7 octobre, depuis cette matinée de Simchat Torah, du samedi 7 octobre. Et naturellement, notre quotidien, notre routine, notre programme pédagogique au Dror aussi, depuis donc 53 jours, si je dis, si je compte bien. Et il y a aussi notre activité, nos efforts au sein du Dror, que ce soit les enfants ou les parents, les bureaux, etc., qui sont dirigés vers cela, et des actions pédagogiques qu'on a fait avec les enfants, et des activités, des messages qu'on a pu envoyer sur le front, que les enfants ont écrit, et une formation pour les madrichim, pour les animateurs de tous les mouvements de jeunesse, pour donner un peu de matière pour le savoir simple, on va dire. Ok. Vous qui êtes près de beaucoup d'enfants, je veux dire bien sûr qui ne sont pas en Israël mais qui sont en France, est-ce que tu sens au niveau des enfants quelque chose qui est perturbé, des inquiétudes, des questions? Est-ce que vous répondez à ces questions? Est-ce que vous abordez les problèmes de la guerre, parce que c'est une guerre dont on parle avec des morts et des massacres? Est-ce que vous sentez une frayeur chez les enfants? Qu'est-ce qui se passe entre la relation entre les moniteurs, les animateurs, les enfants, et même tes propres enfants qui sont à nos côtés aujourd'hui? D'ailleurs, trois beaux petits moments. Mes enfants sont jeunes, voire très jeunes, mais c'est vrai que la question des enfants qui sont vraiment jeunes, et je sais pas comment ça se passe dans d'autres familles, mais je pense, même en Israël, je pourrais témoigner un petit peu des enfants d'amis, etc. Et on peut bien imaginer que si pour nous, adultes et pères de famille, mères de famille, grands-pères, grand-mères, la plupart d'entre nous évitent de regarder les images difficiles, les vidéos difficiles, c'est davantage le cas. Il faut les protéger. Il faut protéger les enfants aussi, hein, on le sait très bien. Et donc, cette parole autour de ce qui se passe, elle est plutôt générale. Quand mes enfants parlent avec mes parents, par exemple, qui sont au nord, très proche de la frontière libanaise, et ça reste autour du quotidien, des difficultés du quotidien, un petit peu de sentiments d'angoisse, des booms qu'on entend, etc. Et effectivement, évidemment, quand on parle des enfants qui ont vécu les horreurs dans les kibbutzim, les moshavim et les villes autour de la bande de Gaza, ça c'est autre chose. Et je pense qu'il y a un travail colossal qui a lieu déjà et qui va nous accompagner des années à venir autour du traumatisme et du post-traumatisme. Ce matin encore, je parlais avec un ami proche qui est de mon unité des réservistes et qui a fait l'armée avec moi et qui était en 2 jours de repos pour encore ce matin reprendre la route vers son unité donc dans le nord de Gaza. Il m'a dit que c'était très très difficile de quitter les enfants. C'était plutôt difficile pour les enfants de lâcher leur papa. Et donc tout ça, évidemment, bien qu'on veut protéger et qu'on veut et presque, je dirais, dessiner un monde dans lequel il n'y a pas eu le 7 octobre à nos enfants. Et
c'est quelque part impossible. Alors c'est incroyable ce que tu nous dis et en même temps je le partage à 2000% avec toi, mais je vais insister sur ce point parce que moi j'ai des larmes aux yeux en ce moment quand je m'oblige à ne plus voir la télé et en même temps c'est compliqué de plus la voir, il faut être honnête. Oui. Toi peut-être tu vois les chaînes israéliennes, tu pourras mieux nous en parler, mais quand j'ai entendu que ces enfants qui sont sortis donc de Gaza, un enfant échangé contre 3 terroristes, je comprendrai jamais l'équation. Enfin, moi qui suis matheux, c'est une équation que je n'arrive pas à mettre en équilibre. Mais quand j'ai entendu qu'on obligeait ces enfants à voir ces atrocités sous la violence en plus, et que quand ils pleuraient, on les frappait, et qu'on parle de ces otages qui ont été bien entretenus, bien suivis, je m'aperçois qu'on est en train de massacrer toute une génération d'enfants qui vont sortir de Gaza. Et je comprends pas. On va en parler après, Daniel, bien sûr, parce qu'ici, on va parler de tout. Je ne comprends pas comment aujourd'hui on arrive à remercier le Qatar, à remercier le Hamas de libérer des enfants qui, soi-disant, étaient bien conservés. J'ai une révolte en moi que je n'arrive pas à maîtriser du tout en ce moment. C'est faire les choses en étant dégoûté, quelque part, avec le sentiment de mal de cœur qui t'accompagne aux permanences, parce que il faut être pragmatique, parce qu'on voit les objectifs qui sont devant nous, et encore, les choses ne sont pas difficiles, ne sont pas faciles, parce qu'on sait que maintenant, il y a sur la table une sorte de proposition qui met tout en question, quelque part, l'accord en question, théorique, et serait non de la prolongation de ce qu'on voit maintenant, les relâchements de 10 personnes chaque jour et tout ce qu'on voit depuis quelques jours, mais de libérer tous les otages contre tous les prisonniers palestiniens et un arrêt de la guerre, un arrêt des efforts militaires d'Israël. J'ai pas très bien compris. Toi, tu dis qu'il faut libérer tous les otages. Non, j'ai pas dit que c'est pas ce que je dis. Je dis qu'il y a un souhait du Hamas, en tout cas. Ah, du Hamas, d'accord, ok. Du Hamas, où on sait qu'il y a le chef du Mossad qui est en ce moment au Qatar, avec le chef du service américain, je sais plus comment il s'appelle. C'est, voilà, service de renseignement américain. Et il y a un des accords qui est en question. Il y a la prolongation de l'accord qu'on voit maintenant qui est en question, mais il y a un autre accord plus important, je dirais, dans lequel il serait question de libérer tous les otages, libérer tous les prisonniers, tous les terroristes qui sont en prison en Israël, donc des milliers, mais aussi et surtout l'arrêt de l'attaque israélienne, de la contre-attaque israélienne. Et cela, c'est la pilule que les Israéliens, a priori, après je parle pas pour le peuple israélien, mais de ce que je lis, de ce que j'entends, de ce que je comprends, et une pilule qu'on peut pas avaler. C'est-à-dire, si maintenant on dit, ok, on met fin, on fait un cessez-le-feu qui n'a pas de durée limitée, ça veut dire qu'on abandonne cette idée de revenir dans ces kibbutzim, dans ces moshavim, dans ces villes, sans menace. C'est-à-dire, on reprend la vie d'avant. Et ça, on sait très clairement que ce n'est plus possible. C'est même pire, parce que ça veut dire qu'on va libérer encore des terroristes qui vont évidemment se réactiver. Ça veut dire qu'on va pas finir une guerre. Ça veut dire que le Hamas va se réalimenter. Ça veut dire que le Qatar va sortir glorieux de cette histoire. Ça veut dire qu'Israël n'aura plus l'image d'invincibilité. Mais évidemment, c'est la guerre. Et on sait que l'ennemi contre lequel Israël fait la guerre, c'est un ennemi, non seulement qu'il est féroce, il est cruel, mais il est très intelligent. Et il est très bon dans ce qu'il fait. C'est-à-dire, il a réussi son attaque. Dans une certaine manière, et je suis désolé de le dire, mais c'est le cas, on a perdu déjà. C'est-à-dire, on peut pas parler de victoire, je ne peux pas parler de victoire avec autant de victimes, avec autant de mal, avec autant de douleur, qui ne continue, hein. La douleur ne s'est pas arrêtée le 7 octobre, ok? On sait qu'il y aura encore des morts, parce que la guerre, ça fait des morts, ok? Et on sait que la souffrance y est toujours. Il y a toujours ces communautés entières qui sont réfugiées dans leur propre pays, y compris des réfugiés de personnes du Nord qui ne peuvent toujours pas rentrer chez eux. Et on sait que la menace est toujours très, très physique et très, très existante. Et si l'effort de la guerre doit continuer, c'est justement pas pour créer une victoire, mais pour créer une réalité qui n'est plus la même du tout. C'est-à-dire, Daniel, si on t'écoute, toi donc qui as encore tes 2 pieds en Israël, déjà tu as tes parents qui sont encore dans un kibbutz, on va en parler, toi tu es persuadé donc qu'après le 7 octobre, il va y avoir une autre vie qui va s'installer en Israël?
Je suis sûr que, enfin, je suis sûr. On va revenir C'est l'objectif officiel du gouvernement. À des valeurs d'avant. Il faut rappeler que les deux objectifs de la guerre déclarés officiellement par le gouvernement et donc appliqués par Tsahal et les autres forces de l'ordre, c'est donc l'élimination de la capacité militaire du Hamas. Ok, parce que parler de l'élimination du Hamas, c'est presque insensé parce que le Hamas est dans les cœurs des gens et dans la tête des gens. C'est une idéologie. Comment tuer une idéologie? Ok, mais éliminer la possibilité de mener des attaques, voilà, d'avoir une force militaire. Et le deuxième objectif, c'est de libérer tous les otages. Ok, maintenant il faut voir comment les deux cohabitent. Ça, c'est pas évident du tout. D'un côté, j'aimerais pas être à la place ni de Netanyahu, ni de Gantz, ni de Herzi Halevi, le chef d'état-major, ou d'autres dissidents. Et de l'autre côté, on lit tous, on regarde tous. Ces questions d'accords sont déchirantes. Toi qui en plus a fait ton armée au sein de Tsahal et qui a donc des amis qui sont certainement au front et de la famille, comment eux envisagent et souhaitent l'évolution? Je veux dire, bon là il y a cette période de trêve qui est un petit peu bizarroïde. Elle est arrivée peut-être trop vite, je sais pas, je vais pas me prononcer parce que j'ai pas d'enfants otages et ceux qui en ont, je veux dire, c'est à eux à parler, c'est certainement pas à moi. Comment ils voient? Est-ce que toi qui as fait l'armée justement, je pose une question purement humaine. Je veux dire, est-ce qu'après un arrêt de 8, 10, peut-être 15 jours de trêve comme ça, est-ce qu'on a la force de reprendre une guerre qu'on était en train sur laquelle on est avancé avec beaucoup de force? Est-ce qu'il n'y a pas un découragement? Est-ce qu'il n'y a pas un manque comment dire, d'adrénaline? Est-ce qu'il n'y a pas un manque de force? Est-ce qu'il n'y a pas une envie de retourner chez soi, tout simplement? C'est pas honteux de le dire aussi. D'un côté, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier quand on pense à des dirigeants ou à des commandants, à des généraux, etc. L'être humain, c'est des êtres humains, d'accord? Ils sont fatigués parfois, ils sont tristes parfois, ils sont frustrés parfois, ok? On est tous comme ça. Mais bon, ils sont plus professionnels, il faut y croire. De l'autre côté, l'esprit est comme jamais. J'ai l'impression, avec positivement parlant, c'est-à-dire on sait pourquoi on se combat, on sait pourquoi on fait ces choses-là et pour reprendre un petit peu la conversation que j'ai eue avec mon ami Barak ce matin, qui était donc après 2 jours à la maison, à voir ses enfants, sa femme, dans un kibbutz dans la vallée du Jourdain. Et je lui demandais un petit peu qu'est-ce qu'il pense. D'un côté, qui sait, ok, parce que les négociations avancent, les accords, la question des otages est très très lourde, très présente, et il y a une dette réelle, ok, de l'État envers ces personnes qui ont été kidnappées, envers ces familles, envers ces communes qui étaient dévastées, mais la dette aussi, elle va dans le sens à détruire la menace, le menace. Et donc, ce qu'il me dit, c'était très clair. On vient tous les deux de milieux. Et lui vient d'un kibbutz Yotvata, tout le monde le connaît. Moi, je viens d'un kibbutz, donc deux mouvements de kibbutzim différents, mais quand même un milieu de gauche sioniste très lié à son pays, à sa terre, à son histoire et à des valeurs humanistes. Et il m'a dit une chose très très claire. Et on vient tous les deux d'un milieu d'éducation et de mouvement de jeunesse. Il me dit que si jamais il y a un accord qui dit on arrête la guerre pour la libération de tous les otages, quelque part pour moi c'est la fin du projet sioniste dans la mesure où on accepte de vivre avec une telle menace. C'est-à-dire on accepte d'avoir un foyer du peuple juif sous la terreur. Menacé, oui, mais menacé, maintenant on sait comment. C'est-à-dire on est maintenant, après le 7 octobre, on est presque dans un état d'esprit où on se dit comment on a pu accepter les tournées de violence, ok, qui étaient légitimes, enfin, voilà, auxquelles on s'est habitué presque, je dirais, hein, d'accord. Donc mais, pour toi, il faudra reprendre cette guerre. Enfin, cette guerre, il ne faut pas la reprendre, il faut la continuer parce qu'elle n'est pas finie. Il faut atteindre l'objectif de Et tu penses que nos hommes, nos soldats, nos enfants ont la force de reprendre avec autant d'intensité? Oui, mais après... parce que j'écoutais... Quand on parle de cette guerre, on parle dans le minimum 2 mois encore de vent, voire une année. D'accord, peut-être avec une intensité différente. Il ne faut pas oublier non plus que quand on parle de Tsahal maintenant dans la bande de Gaza, on ne parle que du nord
de la bande de Gaza, d'accord? Il y a tout, et le Hamas, on sait que il est encore présent un petit peu dans le nord, d'après ce que je lis, dans certains quartiers, certains camps de réfugiés, mais il est surtout, y compris des otages, d'après ce qu'on dit, et y compris les dirigeants et les bases un peu plus sérieuses, basées dans 2 villes, et dans le sud de Gaza, qui est Khan Younes, et Rafah, qui est vraiment à la frontière. Limitrophe. Donc quand on t'écoute, Daniel, ton souhait serait donc évidemment de libérer les otages, parce que ça, je crois qu'on n'a plus le choix aujourd'hui, on a commencé, il faut aller jusqu'au bout, et après donc finir le mieux possible cette guerre pour retrouver un petit peu de notre image de force et de puissance d'Israël, parce que là, elle est en train de se dissoudre avec ces négociations. Pas juste une image, une vraie force. Bah, imaginons la famille, bon, j'en connais plusieurs, je peux en donner un exemple. Ok, j'ai un de mes soldats quand j'étais sous-officier, donc qui est de Kibbutz Be'eri et qui vit toujours avec sa femme et ses 2 enfants, qui a vécu le 7 octobre, qui était à Be'eri le 7 octobre. Oui, qui a pu survivre par chance, par miracle, chacun choisit ce qu'il veut. Et comment est-ce qu'on demande à... Imaginons, Marc, tu habites à Be'eri. Marc, c'est bon, on a refait ta maison, tu peux rentrer chez toi, mais bon, mais le Hamas est toujours là. Voilà. Ok. Donc, comment est-ce qu'on peut demander à nos citoyens, à nos amis, à nos collègues, à nos proches, si on veut, de reprendre ce projet de vie? Et c'est des sacrés projets de vie. Ok. Je montre en ce moment, j'ai créé pour mes élèves et pour mes madrichim un diaporama autour de l'art israélien et autour du 7 octobre. Il y a des dessins et des photos, d'ailleurs, de kibbutzim. C'est des coins de paradis, comme on peut imaginer des kibbutzim. Des coins de paradis qui sont à quelques centaines de mètres de... Il y a un des tableaux avec des couleurs très naïves, des couleurs très très fortes, et qui présente un kibbutz, comme on peut le voir, la pelouse verte, les arbres avec les fruits, les fleurs, les toits rouges, les petites maisonnettes, et c'est marqué, c'est un œuvre d'art, c'est marqué quelque chose de terrible est sur le point d'arriver. Ok? C'est-à-dire, c'est un tableau qui montre les 10 secondes d'avant, les 2 secondes d'avant. Et cette situation-là, ce risque-là, ce danger-là, est-ce que ça va arriver? Je pense qu'on ne peut pas, en tant que pays, en tant que peuple, en tant que société, et puis les familles. C'est des communautés extrêmement fortes. Sans compter que, mais quand même, voilà. Sans compter que je pense que si ça s'arrêtait comme ça, il y aurait un gros problème au niveau politique intérieur, au niveau vision du pays. Et on risque. Là, le pays est unifié. Enfin, moi, je reviens d'Israël il n'y a pas longtemps. Je t'en ai parlé, Daniel. J'ai retrouvé l'Israël que j'aimais dans mon cœur depuis l'âge de 13 ans, 15 ans, quand on faisait les premiers volontariats dans les kibbutz. C'est un pays de bénévoles. Aujourd'hui, tout le monde aide son prochain, tout le monde aide son voisin. On ne parle pas de politique, on ne parle pas de tout ça. Moi, j'ai très peur que, comme tu le dis, si les 2 objectifs ne sont pas atteints, c'est-à-dire les otages et éradiquer le mieux possible le Hamas, j'ai peur qu'après ça, il y ait en Israël des discordes énormes dans tous les domaines et qu'on risque de retrouver un pays qu'on n'a pas envie de voir. En tout cas, ça c'est sûr. C'est vrai que la question de l'après-guerre, sur les 2 plans, et sécurité, c'est-à-dire imaginons, bon, on va au bout du projet d'éradiquer donc les forces militaires du Hamas. Quid du régime qui va contrôler Gaza, ok? On a déclaré officiellement, Netanyahu a déclaré officiellement et d'autres, on n'a pas de projet de réinstallation dans la bande de Gaza, ok? C'est déclaré officiellement, on peut être d'accord, pas d'accord, c'est déclaré. Donc la question d'après-guerre, qu'est-ce qu'il va y avoir au plan sécuritaire, c'est une question. Mais la société, est-ce que tu dis, pour moi quelque part ça m'occupe un peu plus même, ok? Parce qu'on voit le peuple magnifique, ok, que ça soit la droite, la gauche, les religieux, les non-religieux, des juifs et des non-juifs aussi, avec des projets communs incroyablement solidaires et forts. Et quelque part, j'aimerais rajouter, malgré les hommes politiques, qui eux, même maintenant, on a l'impression encore qu'ils continuent encore ce jeu politique qui est tellement loin. Et qui n'a pas l'objet d'être au jour d'aujourd'hui. Regarde, Daniel, l'émission passe trop vite. J'espère que si tu veux bien, oui, la semaine prochaine, on prolonge ce débat parce qu'il est passionnant à tes côtés. Tu as dit tout à l'heure que tu étais donc quelqu'un de kibbutz, de philosophie de gauche. Une question, qu'est-ce que tu penses, toi,
réellement de la population de ce qu'on appelle les Gazaouis, cette image si gentille qu'on veut donner à ces gens-là à travers les médias? C'est vrai que je me pose la question. Écoutez, on parle, je vais donner cet exemple-là, même si, encore une fois, j'ai posé la question à mon ami, encore une fois, ce même ami, Barak. Et on pourrait l'avoir au téléphone, ce Barak, la semaine prochaine? Là, il est rentré. Je vais essayer, je vais lui demander. Ça serait magnifique. Et il parle hébreu, par contre. Ouais, bah, tu feras le... Oui. Et donc, je lui demandais, parce que je connais de mon service militaire, combattre les méchants, entre guillemets, c'est facile, entre guillemets, d'accord? Moralement, tu sais que le mec ou ce groupe-là a fait quelque chose de mal, tu vas l'arrêter ou tu vas le tuer, ok. Mais souvent, tu as affaire avec la population comme toi et moi, je dirais, ok. Dans le vieillard, tu vas ton grand-père, dans les enfants, tu vas tes neveux, tes nièces, ok, c'est normal aussi. Et je lui ai posé la question, donc comment est comment ça va cette rencontre avec parce qu'on les a vus tous, ce convoi des gens et des gens qui partent, des centaines de milliers de personnes du nord de Gaza qui marchent vers le sud. Et il m'a dit très clairement qu'ils sont tous dedans, quelque part, qu'il y a une complicité c'est-à-dire qu'il y a une complicité que le Hamas, c'est la bande de Gaza. Et alors, c'est une vision complexe parce qu'on sait ce que c'est un régime totalitaire, donc on sait que c'est pas évident non plus de vivre dans un régime totalitaire en tant que citoyen normal. Mais on sait aussi à quel point les civils ont joué un rôle, certains civils ont joué un rôle dans l'attaque du 7 octobre, y compris avec une histoire récente, là, voilà, les otages ou l'otage là qui a su un peu s'échapper, mais qui a été retrouvé par des civils qui l'ont ramené aussitôt dans les mains des terroristes. Donc c'est vrai que ça crée complètement une salade, comme on dit chez nous en Israël, et on n'arrive plus à faire la différence. De l'autre côté, il y a l'histoire, et des tas d'histoires d'ailleurs, ok, surtout de ces personnes âgées de Kibbutz Be'eri, Nir Oz, Nachal Oz, et donc ces gens-là qui sont à la fois des fondateurs de kibbutz au milieu du désert, qui ont su faire fleurir le désert, créer des merveilles, créer un lieu d'habitation dans lequel il y a une économie qui fleurit, il y a de la vie, il y a de la culture, il y a de l'œuvre, mais il y a aussi le danger. Okay, c'est-à-dire c'est un choix très très clair, et ces gens-là, et on en parle souvent, alors 2 minutes, c'est des gens de paix, on entend souvent parler. On a vu cette dame qui a serré la main carrément au terroriste qui l'a relâché. On a parlé de Vivian Silver, une activiste de paix par excellence, et qui a créé de nombreuses associations pour la paix, qui a été massacrée chez elle, brûlée jusqu'à on arrivait au bout d'un mois, jusqu'on on arrivait à identifier son corps, et on dit que justement la paix ou un accord de paix, tout en étant conscient des menaces, est une démarche stratégique pour l'État d'Israël et pour le peuple juif. Okay, et c'est pour ça qu'on ne peut pas relâcher cet effort de chercher la paix. Okay, même si on continue à avoir une armée forte, à avoir de quoi nous défendre, mais justement, surtout pour ces gens-là qui vivent à côté des frontières, comme mes parents, comme les gens à côté de Gaza et comme d'autres en Cisjordanie, etc. La paix est une démarche politique stratégique pour assurer la survie de l'État d'Israël. Daniel, on va conclure par cette belle phrase, par cette belle pensée. Je te propose de revenir la semaine prochaine, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à dire encore, et peut-être d'avoir ton ami Barak au téléphone, ça sera absolument génial. Merci, on vous laisse à tous. Merci Daniel pour ton émotion et pour ton naturel, et surtout pour tous tes beaux mots que tu nous as dit. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine avec Daniel Benaïm, où on va rentrer un peu plus loin dans le débat. Merci à vous tous, bonne soirée, bonne fin de semaine, au revoir. L'Averad, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun.